Alors, aujourd'hui, on va aussi parler, parce que je fais la vidéo sur le métronome tantôt, et les deux vont ensemble en fait. On va parler du slap à la guitare basse. Alors, moi, je ne suis pas un slapper. J'ai jamais été très fan de ça, parce que mes bassistes préférés sont pratiquement tous des bassistes de jazz et exclusivement de jazz. Des gens comme Monk Montgomery, John Lee, etc. Steve Swallow, voilà. Néanmoins, je suis pas fou et puis j'aime la musique, donc forcément j'ai appris à slapper. Et le slap, c'est quand même un sport de riche. Faut bien que les jeunes musiciens africains comprennent ça. Pourquoi? Parce que quand on apprend à slapper, en général, on le fait très très fort. Et donc, on casse les cordes. Et les cordes, ça coûte cher. Et les musiciens n'ont pas d'argent. Donc, voilà. Ça devient très compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que faut quand même avoir une guitare basse relativement bien réglée au niveau de l'action des cordes par rapport aux manches, parce que si les cordes sont à 1 km du manche, c'est très très difficile de slapper. Le troisième point, c'est qu'il faut avoir un ampli. Je connais des bassistes qui n'ont pas de guitare basse. Donc c'est dire qu'un ampli, ça devient compliqué. Donc tout ça fait que c'est un peu compliqué pour un jeune Africain, surtout s'il n'a pas beaucoup de moyens, de s'initier au slap. Bon. L'autre point, c'est que c'est une technique qui est apparue, disons, à la fin des années 60. Et il paraît que Larry Graham, qui était le bassiste de Sly and the Family Stone, puis le bassiste de Graham Central Station, est l'inventeur du slap. Moi, il me semble avoir écouté le bassiste d'un groupe de blues qui s'appelait Canet Heat, et ce bassiste c'est un blanc, un disque de 68, où déjà le gars slappait sur sa précision. C'était pas extraordinaire, mais il slappait. En tout cas, Larry Graham est le premier slapper à avoir vraiment perfectionné cette technique-là. Donc c'était vraiment, ça devenait très très pointu, avec des phrases, des choses vraiment assez pointues. Ensuite sont arrivés la cohorte des très très grands slappers comme Stanley Clarke, Marcus Miller, Mark King, et ensuite le reste de l'histoire jusqu'à Victor Wooten qui a alors amené le slap à des niveaux... Victor Wooten, c'est le John Coltrane du slap, c'est-à-dire que ça va être extrêmement compliqué d'aller plus loin dans cette discipline que lui. Sachant qu'en plus, lui, malgré le fait qu'il est considéré comme un très très grand slapper, et on focalise, quand on pense à lui, on pense pratiquement exclusivement à ça, lui ne se voit pas du tout comme ça, et c'est vrai que quand on l'écoute par exemple avec Bela Fleck and the Flecktones, il slappe assez peu. C'est un groover, et il a un sens du tempo, mais inimaginable. Donc c'est le corollaire de ça. Et l'autre point, justement, puisqu'on arrive au tempo, c'est que le slap nécessite le métronome. Donc ça, c'est un métronome électronique, mais vous pouvez avoir des métronomes sur vos smartphones, etc. Alors, il s'est passé un truc par rapport au slap, c'est que au début des années 80, il y a un bassiste qui s'appelle Tony Oppenheim, qui est franchement obscur, pas fait grand chose, mais lui aussi il est passé par la Berkeley et qui a écrit le livre définitif sur le slap, un truc incroyable. C'est un peu comme dans ces films chinois qu'on voyait quand on était gosse, où grosso modo le héros il se faisait taper par les plus forts, et puis tombait sur un grimoire ancien, il allait s'isoler dans la montagne, travaillait comme un fou, et quand il revenait il tapait tout le monde. Ce grimoire là, pour le slap, c'est ça, Slap It. C'est sorti je crois en 81 à 82. C'est la bible absolue du slap. Ce qui est génial, ce qui était génial pour l'époque, c'est que il y avait une cassette avec, et en plus, il y avait des partitions et la notation, les tablatures. D'accord? Donc ça permettait à des gens qui n'étaient pas forcément lecteurs d'écouter la cassette, de regarder la tablature et de reproduire l'ego. Et ce qui est extraordinaire, c'est vraiment, pour un livre sur le slap, les grooves qu'il y a dans ce livre sont vraiment extrêmement bien écrits, extrêmement inspirés. Et pourtant, ce type, je n'ai jamais entendu
en situation réelle, quoi. J'ai jamais entendu de disque avec Tony Ampenen ou quelque chose comme ça. Alors que c'est la Bible, tous les bassistes ont ce livre. Et bon, évidemment, j'ai un scan de derrière les fagots et j'ai les MP3 à disposition pour les Africains méritants. Et ce livre peut vous travailler juste avec ce livre. Un bon métronome, si vous avez un ampli, vaut mieux avoir une pédale d'effet. Parce que ça aussi, c'est l'autre point. C'est que le problème du slap, alors non, je suis pas un grand slapper, mais le problème du slap, c'est que c'est une technique qui utilise beaucoup ce qu'on appelle des notes mortes ou des ghost notes in English. C'est des notes qui sont jouées, mais la main reste posée sur le manche comme ça, sur les cordes comme ça, sans appuyer. Et donc et le son est très important parce qu'au fur et à mesure que cette technique a évolué, des sons particuliers, par exemple le son que j'avais là qui était assez grave, assez étouffé, c'est un son qui est plutôt à la Marcus Miller. Mais vous allez voir que Marcus Miller, dans les années 80, il a évolué, il avait un son de plus en plus grave, il avait un son... Il avait un son comme ça. Ensuite, Bootsy Collins, qui a été le bassiste de James Brown à 16 ans, et qui est aussi un slapper, qui est un slapper particulier parce que il est très économe. Donc des groupes de Bootsy, c'est... etc., etc. Donc, Slap It. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez éventuellement récupérer les MP3, des choses comme ça, n'hésitez pas non plus à me contacter. En tout cas, ce livre est extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce bassiste, c'est très dommage, parce que il a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà.